Platine Web t'emmène au cinéma. Je vous souhaite la bienvenue donc sur Platine Web TV, les infos. On va partir effectivement pour cette leçon de musique autour d'Ennio Morricone avec Marco Morricone, son fils, qui sera en visioconférence. Il y aura Christian Carion et Jacques Cambra au piano et tout ça sera animé par Stéphane Le Rouge. Et on va accueillir tout de suite un cinéaste que j'aime beaucoup, qui est un cinéaste qui est passionné par le mouvement de l'histoire, par l'environnement, par la nature, par le passage des saisons. Tous ces films sont quasiment des histoires d'engagement. On l'a découvert avec deux films qui ont été à la fois des succès critiques et publics. Une hirondelle a fait le printemps et Joyeux Noël, qui était un film, vous vous en souvenez, sur les fraternisés de 14-18. Et comme le disait Arnaud tout à l'heure, c'est aussi l'homme qui a scellé les retrouvailles de Morricone avec le cinéma français sur un film traitant de l'exode du printemps 1940. Une ovation pour monsieur Christian Carion. Bonjour. Christian, si tu veux parler en italien, Tatiana peut te traduire. Non, malheureusement, je ne parle pas cette magnifique langue et ça a été un premier problème avec Morricone. Alors, raconte-nous comment tu démarres dans le long métrage avec un compositeur de ta génération, qui est aussi d'ailleurs, ça nous relie au festival, au FEMA, qui est aussi le compositeur d'Ozon, de la majorité des films d'Ozon, un compositeur qui s'appelle Philippe Rombi. Ouais. Et là, tu te retrouves en 2014 sur un film qui te tient particulièrement à cœur, un film dont les racines remontent à l'histoire de ta famille. Oui, en fait, je travaille sur un autre projet qu'il va falloir que je reprenne. Mais je voyais, pour être clair, je voyais la santé de ma maman décliner. Et elle m'a raconté toute sa vie. Le grand moment de leur vie, c'est mai 1940. Le 17 mai 1940, lorsque il a fallu tout quitter. Et pour des paysans qui vivent dans le Pas-de-Calais, qui ne prenaient jamais de vacances, là, d'un seul coup, abandonner les vaches, les poules, les lapins, pour quitter leur champ et partir à pied ou à vélo, c'était du jamais vu. Et donc, tous les dimanches, en gros, j'avais droit à un épisode de l'Exode. Et à un moment donné, je pensais que ça devait être porté à l'écran. Alors, il y a déjà eu des films là-dessus, mais j'avais envie de raconter cette histoire-là de son point de vue à elle. Et on s'y est mis, et on a tourné le film, et on s'est retrouvés au montage. Donc, normalement, je devais faire le film avec Philippe Rombi. Et il était, je crois qu'il était sur un Ozon, c'est un grand classique. Astérix. Ou Astérix, pardon. Pour une fois, ce n'était pas un Ozon. Et Philippe travaille beaucoup, il est très demandé, à juste titre. Et donc, à un moment donné, on a compris qu'il ne pourrait pas faire la musique du film. Et la monteuse, je continue ou tu veux poser des questions encore? Non, je ne pose plus de questions pendant 1 heure à peu près. Je m'arrête. On se connaît bien et je suis bavard. Alors attends, on va faire un truc. Si tu pars dans une digression un peu trop longue, je te pincerai le bras comme ça, d'accord? Je ne sais pas si ça va être apprécié par la salle. Non, on verra. En tout cas, donc, tu te retrouves au moment de la post-production sans ton compositeur. Non. Et la monteuse, qui travaille beaucoup avec Ozon aussi, Laure Gardette, me dit Christian, moi je ne peux pas travailler, c'est-à-dire que je ne peux pas monter ton film si je n'ai pas les musiques. J'ai besoin de structurer les séquences avec de la musique. Ben, j'ai dit, écoute, j'en ai pas. T'as qu'à écouter et travailler en attendant qu'on trouve une solution avec la musique que moi j'ai écoutée pour écrire le film. Et c'était à 80% Morricone. Et donc, quelle musique? Beaucoup était une fois dans l'Ouest. Moi, ma partition préférée, c'est Mission. Mission que j'ai revue donc hier. Je vous invite vraiment, j'ai vu trop d'autres bras se lever quand on a posé la question de qui n'a pas vu le documentaire. Il faut aller voir ce documentaire. Morricone a traversé vos vies. Vous avez vécu avec la musique de Morricone. Vous devez savoir d'où ça vient. C'est pas possible. Donc vous devez aller voir le documentaire. Surtout qu'il a traversé vos vies, mais de façon transversale, parce que c'est Pasolini et en même temps c'est la Cage aux Folles, par exemple.
c'est le cinéma c'est Les Incorruptibles de Palma, et c'est en même temps Bertolucci, 1900. Enfin, il couvre tous les genres du cinéma italien, un peu français et anglo-saxon. Absolument. Et donc, voilà. Donc, il y avait toutes ces musiques, et elle a monté un film que vous ne verrez jamais, évidemment. Et on le regarde, on l'écoute, et c'était extraordinaire. Mais impossible. On n'avait pas racheté la musique de Mission. Et le producteur que j'adore, Christophe Rossignon, qui est un fou furieux, regarde et il me dit « Mais c'est vachement bien !» Je dis « Oui, c'est bien, parce que c'est la musique de Morricone, quoi. » Il me dit « Mais pourquoi on ne demanderait pas à Ennio Morricone ?» J'ai dit « Mais t'es dingue. Tu sais qui c'est ?» Je sais pas, pour moi c'était impensable. Et puis dans mon dos, ils ont œuvré, et t'étais dans la boucle. Et c'est ta faute. Si à un moment donné, on m'a dit « Mais Morricone t'attend ». Je me suis retrouvé à prendre un avion improbable pour Rome. Je me suis retrouvé au pied d'un immeuble où m'attendait une traductrice, puisqu'elle me dit « Il ne parle que l'italien ». Bon. Et elle me dit « Mais il est content, et il est très en forme ». Je dis « Ah bon, ça tombe bien, je suis content aussi ». Non, mais parce qu'elle me dit « Il se remet d'une hernie discale, une opération. Ça fait longtemps qu'il n'a pas travaillé, et là, il est content de discuter de cinéma avec vous. » Et donc, on monte dans cet appartement immense, 400 mètres carrés en centre-ville. Je m'extasie de visiter cet appartement, et il me dit « Oui, je l'ai racheté à Sophia Loren, qu'il avait eu en cadeau de Carlo Ponti pour son Oscar. » Je dis « Bon, il y a eu une époque de cinéma, moi j'arrive trop tard. Hein, il s'est passé des choses qu'on ne connaîtra plus jamais. » Et donc je suis passé à côté d'un 400 mètres carrés à Rome. Christian, pardon, je t'interromps. Simplement, j'ai été par la suite dans ce même appartement. Oui, on était là ensemble. Oui. Et alors, c'est que mon point de vue. Ça reste vraiment. Je compte sur vous pour ne répéter ce que je vais vous dire à Pas dire personne. moi. C'est que l'appartement était sublimissime. La décoration était d'un goût, vous savez, très romain, c'est-à-dire un peu entre Versace et le bistrot romain. C'est-à-dire avec la peinture dorée, des petits angelots comme ça, etc. Et donc je dis à Morricone, je dis mais quand vous êtes installé ici, Ennio, vous avez fait beaucoup de travaux. Il m'a dit non, on a juste changé la décoration. Il me dit c'était atroce. Et peut-être que c'était très beau, très minimaliste avec Sophia Loren. Ça, c'est ton goût, mon ami. Ben oui, c'est vrai. Moi, je trouvais ça très très bien. Moi, t'aimais bien, toi. Moi, j'ai oui. trouvé que c'était local. Et donc, et il me reçoit sur son immense canapé blanc. Alors, on est à chacun un bout, avec la traductrice en gros milieu. Et il m'engueule. Il me dit mais moi, je travaille pas comme ça. Je vois d'abord les cinéastes, ils me racontent leurs films, et pendant qu'ils écrivent leurs films, moi, j'écris la musique. J'ai écouté, moi, il y a un an, on m'aurait dit que je serais assis sur un canapé blanc avec vous, j'aurais rigolé. Donc, je suis là. Si vous pensez qu'on s'y est mal pris et qu'on arrive trop tard, vous pouvez me le dire, j'ai encore un avion que je peux encore récupérer pour rentrer à la maison. Alors, il me dit non, vous êtes venu, mais qu'est-ce que vous m'avez amené? J'ai écouté, on est très avancé dans le montage, donc j'ai 2 DVD. J'ai un DVD avec le film monté et des musiques, beaucoup de vous, et puis j'ai surtout le même montage sans musique. Et je vous propose de voir le film sans musique pour qu'on puisse commencer à voir qu'est-ce qui vous intéresse. Il me dit non, je veux voir le film avec les musiques. Je veux voir quels sont vos goûts musicaux. Et là, je me dis, mais pourquoi on est venu avec un DVD musique? C'est un truc à se tirer une balle dans le pied. Il me dit, regardons-le tout de suite. Ah, donc là, il se lève, et ça, j'ai adoré. Il va dans une autre pièce qui est la cuisine. Et là, je me dis, ah, donc les choses importantes, c'est en cuisine. Ça m'a plu. Donc on se retrouve là, alors il a tout préparé, donc il a un lecteur DVD, un écran, il ne trouve plus la télécommande du lecteur, heureusement la traductrice la retrouve, et il a mis des chaises d'Oran. Et il s'assoit, il dit, venez. Alors je ne peux pas m'asseoir à côté de vous. C'est pas possible pour moi ça. Donc je vais m'asseoir derrière vous, et on se parlera si vous voulez. Et la traductrice, là. Ça démarre, première musique n'est pas de Ennio Morricone. J'avais oublié.
C'est Hans Zimmer, La ligne rouge. Film qu'il aurait voulu faire. Oui, alors ça, je ne savais pas tout ça, j'ai découvert après. Donc il écoute ça et il se retourne vers moi et il me dit des trucs qu'elle ne me traduit pas. Elle me regarde avec un petit sourire du genre ça va passer. Là, il est en train de me tailler un short, là, il n'est pas content. Et pendant ce temps-là, le film tourne. Bon, et il se remet devant le film. Musique suivante, il était une fois dans l'Ouest, il se retourne pas. Et on va jusqu'au bout du film, et il attend même la fin du faux générique qu'on avait fait avec des faux cartons, jusqu'au bout, et moi j'attends derrière lui. Fin, et là il se retourne et je vois qu'il a pleuré. Donc je ne sais pas quoi dire, et il me dit je vais le faire. J'avais dit que je ne ferais plus de films sur la guerre, mais là, c'est un film sur des gens qui cherchent la paix pendant la guerre. Je veux composer pour le peuple des routes qui a tout perdu. Et là, je dis, je suis d'accord. Pardon, Christian. Parce que, juste une précision, c'est que Morricone était né en 28. Donc vous imaginez, il a vécu les années Mussolini, Oui. la montée en puissance de Mussolini dans les années 30. Il a vécu la Seconde Guerre mondiale. Il a beaucoup souffert de ça. Et beaucoup de cinéastes sont venus lui proposer des sujets liés à la Seconde Guerre mondiale. Il en a fait un certain nombre. Et au bout d'un moment, il a eu une espèce de saturation, notamment de sujets qui traitaient de la Seconde Guerre mondiale, de la violence de façon réaliste. Il a dit, c'est fini, je ne veux plus de ça. Et donc, il y a un moment où vous pouvez vérifier sa filmographie, ça s'arrête. Et ça revient, effectivement, ça repart avec le film de Christian. Pour les raisons qu'il a indiquées. Ouais. C'est-à-dire que pour lui, c'était autre chose. Et il me dit, bon, on m'avait quand même envoyé un synopsis en italien de votre film, et j'ai pensé à quelque chose. Et là, on se relève, on revient dans le grand salon, et il se met au piano. Et là, je dis, attendez, vous allez jouer. Il dit, quand je m'assois au piano, c'est pour jouer. Hein. Alors, si vous jouez, est-ce que je sors mon iPhone? Est-ce que je peux filmer? Alors, il réfléchit. Il dit, il faut que ça reste personnel. J'ai montré à la terre entière. Enfin, d'abord à ma mère. Et puis, je te l'ai donné. Et on a ce moment où tout commence, en fait. C'est-à-dire qu'il a vu le film, il a compris. Il voit avec les goûts musicaux vers quoi je voudrais aller et en fait il a déjà commencé à travailler quand on se voit en fait. Et comme je savais qu'on savait tous que Christian avait accepté l'invitation du FEMA pour être avec nous tous aujourd'hui, je lui demandais est-ce que tu accepterais, et Nio s'est envolé malheureusement, qu'on puisse projeter ce petit moment volé où tu filmes Morricone avec ton iPhone, te jouant le thème de ton film. Est-ce que vous seriez d'accord de voir ce document ? Eh bien voilà, c'est un document personnel, intime, mais c'est le cadeau de Christian Carion au Festival de La Rochelle.
Non, mais vous imaginez, enfin, on s'imagine tous, vous, moi, dans la position de Christian, de se retrouver devant un monstre sacré comme Morricone. Est-ce que tu t'es pas dit à un moment donné, est-ce que tu n'as pas eu peur? C'est-à-dire, quand tu te retrouves devant Philippe Rombi, c'est un ami, c'est quelqu'un, vous avez quasiment le même âge. S'il te fait une proposition qui ne te convient pas, tu peux tout à fait lui dire, bon, ça j'aime moins, etc. Tu es devant Morricone, tu as forcément moins d'ascendant sur un compositeur comme lui. Est-ce que tu as eu peur de ça? C'est vrai que quand il s'est mis au piano, je me suis dit, et si ça ne me plaît pas, qu'est-ce que je fais? Sauf que j'ai adoré. Et j'ai failli... Je ne peux pas le prendre dans mes bras, c'est pas possible. Et là, il me dit, voilà. Ah, j'ai écouté, c'est prometteur. Tu lui as pas dit, vous allez faire carrière, non? Ça sera bien pour la bande-annonce, c'est sympa. Mais il me dit, voilà, on se retrouve au studio en janvier. Et on est en novembre 2014. Et j'ai dit, mais entre-temps, on ne va pas se revoir. Il dit, mais non, je travaille, je vais écrire d'autres choses. Alors on s'est revus quand même en décembre, où on a quand même passé en revue le film en disant où on mettrait la musique ou pas. Et puis j'ai dit, mais moi, je ne peux pas entendre des choses avant. Il me dit, non, je ne fais rien, tout en studio. On écoute, et tu me diras si ça te plaît ou pas. J'ai dit, mais c'est un guet-apens cette histoire. C'est horrible d'être en studio avec tous les musiciens et de faire nos choix. Et donc les fêtes passent. Début d'année 2015, il m'appelle. Il me dit, bon, bonne année. On comprend que tout ça, il s'en fout. Hein, le protocole, Noël, tout ça. Bon. Et il me dit, non, je t'appelle parce que j'ai eu une nouvelle idée. J'ai composé un morceau, mais j'ai deux problèmes. Le premier, c'est qu'il fait 8 minutes. Un morceau de 8 minutes, je peux vous le dire, c'est assez rare à placer. Dans un film. Ouais. Dans un film, et il me dit, et je ne sais pas où le mettre. Je dis, oui, c'est deux gros problèmes, hein, quand même. Mais c'est pour ça que je t'appelle. Je dis, oui, mais moi, on verra au studio. Et puis, on donne rendez-vous. Et entre-temps, il y a le massacre de Charlie Hebdo. Janvier 2015. Là, vous vous souvenez malheureusement aussi de ce qui s'est passé. Enfin, on est plongé dans une situation où c'est un moment un grand abattement. On prend l'avion pour aller à Rome, on est dans l'avion, il y a la monteuse, le monteur son, et on est... moi, je me souviens, je suis carpette, je perds la foi, je me dis, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait dans cet avion? Qu'est-ce qui se passe? Ça te semblait dérisoire? Totalement décalé par rapport à ce qui se passait. Et ce dimanche où on a pris l'avion, c'était ce dimanche où on a tous marché en France, partout, pour se souvenir. On arrive à Rome, on ne dort pas. Le lendemain matin, on a rendez-vous à son studio, qui est un studio construit place Euclide, sous une église. Sous une église. Parce qu'il m'avait dit, je compose toujours sous le regard de Dieu. C'est la meilleure place. Et donc, on arrive là, défait, et lui nous attend. Il est devant la porte du studio, il tient la Houne de la Repubblica. La Houne de la Repubblica, c'est la photo qui a fait le tour du monde, la photo prise à la Bastille, le drapeau bleu-blanc-rouge, vous vous souvenez, le nouveau de la Croix, avec les gens derrière. Donc il me montre le journal, comme ça, parce qu'il ne parle pas français. On descend dans son studio, 60 musiciens debout. 1 minute de silence. Fin de la minute, et il se tourne vers moi et il me dit « Christian, cinéma !» Et il tape dans ses mains. Et là, instantanément, cet homme de, je ne sais pas quel âge il avait, 87 ans. 87 ans, me redonne foi sous le regard de Dieu. Et il me dit, en gros, à sa manière, plus que jamais, on doit faire ce film. Plus que jamais, il faut faire ce que Dieu nous a donné comme talent. On ne doit rien lâcher. Et il dit, je voudrais commencer par le morceau de 8 minutes. Ben, je lui dis, vas-y, fais péter ton merci. Vas-y. Oui, non, tu lui as vraiment dit, fais péter ton morceau de 8 minutes. Ça n'a pas été traduit comme ça. Non. J'ai été trahi dans la... Alors, on a de ce que tu racontes, il y a un garçon, un documentariste qui s'appelle David De Sitte, qui a suivi cet enregistrement. On va d'ailleurs revoir Christian, donc en janvier 2015, et surtout Morricone, qui revient donc en studio depuis de longs mois, puisqu'effectivement il avait été souffrant. Et 2015 aura été une année charnière pour lui, puisque c'est le retour au cinéma.
Et c'est le retour au cinéma avec 2 cinéastes avec lesquels il n'avait jusqu'alors jamais travaillé, c'est-à-dire Christian Carion et Tarantino, puisqu'il avait fini, après des années de valses hésitations, par accepter la proposition de Tarantino pour Les 8 salopards, partition qui lui vaudra d'ailleurs son deuxième Oscar. Mais pour l'instant, donc, on est en janvier 2015, et donc voici notre ami Christian en studio avec Ennio Morricone, donc Studio Forum, Piazza Euclide. Malgré tout ce qu'il a pu faire, malgré voilà, les années, les centaines de films sur lesquels il a travaillé, il n'y a pas de lassitude. Je suis tombé sur quelqu'un terriblement énergique, très en désir de faire la musique de ce film-là, et donc très à l'écoute, c'est-à-dire vraiment à essayer de comprendre ce que moi j'attendais de son travail et tout ça. Mon problème à moi, effectivement, c'est d'oublier qui est Morricone. Et d'oublier sa musique à lui. Enfin, c'est un des derniers grands géants de ce métier. Donc c'est ça la difficulté. Et je me suis dit, il est là pour amener la musique pour le film. Et j'ai fermé les écoutilles quelque part. Je me suis concentré sur Morricone pour en mettre ce s'il te plaît. Je ne suis pas musicien, hein, mais on arrive quand même à rentrer dans le détail des choses. Puis hop, il repart, et là je le vois gribouiller sur son pupitre, discuter avec les premiers violons, etc. Il faut ça repart, ça discute, ça va vite. Et ça recommence, et là, il fait, comme on a dit, è normale che si corregga qualcosa. L'opera cinematografica è del regista. Tutte le altre componenti, anche la musica, è un'applicazione all'opera del regista. Il regista ha il diritto di chiedere delle cose logiche e giuste. Quello che io penso, se non sono d'accordo glielo dico e non eseguo ordini. Sto a sentire la richiesta, se è possibile, se è musicale, se rispetta gli accordi che abbiamo avuto, certamente io mi do retta, se no cerco di convincerlo del contrario. C'était beau parce que les musiciens étaient quand même d'abord très heureux de retravailler avec lui, puisqu'il s'est arrêté pendant un moment, pour ce qu'il sentait. Il y avait un sentiment, moi j'ai trouvé dans cette salle, comme des retrouvailles. Donc il y avait aussi ce plaisir chez lui, et qui a été partagé par les musiciens, eh bien, de retravailler, d'apporter quelque chose à un film. Bon, j'ai la chance que ce soit le mien. Vous savez, quand on a reçu d'autres cinéastes lors de ces leçons de musique, c'est toujours émouvant. Ils nous disent tous, je crois que l'expression de Rapneau, il dit, quand on est à l'enregistrement, c'est ce moment où on a l'impression de confier les clés du film à un autre créateur. C'est-à-dire, c'est le compositeur, c'est le moment du compositeur. Et parfois ça se passe bien, parfois ça se passe moins bien, parce que forcément, même si aujourd'hui on peut limiter la surprise de la découverte par des maquettes, il y a quand même ce moment où le cinéaste, le maître à bord du projet, le capitaine du bateau, découvre la subjectivité, l'éclairage, l'interprétation d'un autre créateur qui est le compositeur. Là, est-ce que tu étais complètement confiant ou tu avais une petite part quand même d'inquiétude sur le résultat? J'étais très flippé parce que justement, je n'avais pas de maquette avant. Donc, oui. Je rentre dans cet endroit, il y a 60 musiciens qui sont là, qui proposent des choses, et ensuite, il faut juger. Je me souviens d'un moment où il fait un morceau, et après, c'est les goûts et les couleurs. Hein, donc, et je lui dis, maestro, moi, j'aime pas tellement les corps.
C'est un peu mon film et j'aimerais que pour les corps, on trouve une solution. Bon. Et donc il retourne, on reste dans la cabine comme vous avez vu, derrière la baie vitrée, et il retourne dans la salle où il est musicien, et il va voir le pupitre des 8 corps qui sont là. Ils discutent. Je n'oublierai jamais ces 8 hommes qui se sont retournés pour me regarder. Ils ont gribouillé des trucs. On a repris, on n'entendait plus les corps. Voilà. Donc il écoutait, bon, mais c'était en direct et puis il y a eu ce moment où il a joué ce morceau extraordinaire de 8 minutes que moi j'appelle le boléro de Morricone. C'est pas un rythme de boléro, mais il a un côté Un processionnaire. truc comme ça qui monte, hypnotique. Il le joue, on est tous sidérés, il me dit voilà, qu'est-ce qu'on va en faire? Et le soir même, donc hop, branle-bas de combat, monteuse image, monteur son, on achète des pizzas et du Chianti Classico. Et on s'enferme dans un appartement et on travaille sur l'ordinateur, la ville, on cherche. Et à un moment donné, la monteuse, Laure Gardette, trouve un endroit où là, c'est presque magique. Il faut retailler un peu la musique, mais rien, quoi. Le lendemain, on revient. On est super fiers, quoi. On dit, maestro, on lui montre. Il regarde et il dit « J'ai toujours pensé que ce serait là. » J'adore. C'est vécu avec une sincérité. Oui, il peut tout me dire. Ouais. Donc, et on l'a mis là. Et donc, vous êtes rentré avec la musique et vous avez mixé le film à Paris, Oui. sans Morricone. Et qu'est-ce que ça t'a fait quand tu as placé la musique à l'image? Quelle dimension supplémentaire a apporté l'écriture Il a de tout Morricone? fait exploser. Franchement, c'est pas pour lui rendre... mais il a tout fait exploser. C'est-à-dire que d'un seul coup, on avait presque envie de retourner au montage pour bouger des choses. Alors, on a bougé d'ailleurs des choses. Et une fois que c'était vraiment placé, etc., j'ai dit, on va retourner à Rome. Je veux refaire une projection à lui, pour lui et quelqu'un de très important dont il parle beaucoup dans le documentaire, qui est Maria, sa femme. Ouais. Très importante. Et Pardon, donc, Christian, je te coupe parce que pour les quelques personnes, pour les 2 personnes qui n'ont pas vu le film de Tornatore, Morricone raconte l'importance de sa femme qui a toujours été, qui n'est pas musicienne et qui était sa première auditrice. Et avant que les cinéastes, mais quels qu'ils soient, que ce soit Argento, Lucio Fulci, mettons, ou De Palma, il soumettait d'abord ses propositions à sa femme et sa femme faisait le tri. Mais spontanément, elle lui disait ça je le sens pas, ça j'aime moins, là tu peux faire autre chose, là ce morceau est trop inerte ou trop voilà, et il réagissait, il écoutait sa femme et qui était finalement presque un préavis avant la musique la visite du cinéaste. D'ailleurs, le petit film que vous avez vu, que j'ai filmé, j'aurais dû quand même filmer en paysage, Morricone, elle est derrière moi et elle est en larmes. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas remis au piano depuis des mois avec cette opération. Et le fait qu'il s'y remette et qu'il joue ça, pour elle, c'était une résurrection. Et donc on revient à Rome, on se casse la tête pour faire des sous-titres en italien, pour être certain que tout passe, et on lui fait la projection. Fin de la projection, moi je suis toujours assis derrière, je ne peux pas mettre à côté, hein, et je suis assis derrière les 2, et il se tourne vers Maria. Alors, il lui dit « alors ?» Et la traductrice me traduira. Donc, elle parle du film en très bien. Il dit oui, mais ma musique. Et elle lui parle de sa musique en très très bien. Et donc là, il se retourne et il dit va bene. C'est validé. Voilà, boum, tampon. Oui. Morricone, on peut sortir le film. Ouais. Alors, on vous a préparé. J'ai longtemps hésité d'ailleurs, on en a parlé avec Christian, à ce qu'on voit tous ensemble, soit la fameuse séquence avec ce long thème processionnaire que Morricone a proposé spontanément, ou alors le thème principal, celui qui joue au piano dans ce qu'on a vu tout à l'heure. Et j'ai préféré la deuxième option, parce que vous allez entendre le thème soumis par Morricone à Christian lors de la visite presque fondatrice, mais vous allez l'entendre orchestré, c'est-à-dire vous allez l'entendre avec les couleurs. C'est comme si vous avez vu un dessin ou un fusain dans lequel ensuite on a mis de la couleur, c'est-à-dire c'est gonflé orchestralement, l'harmonie est beaucoup plus riche, et effectivement c'est écrit pour cette grande formation de cordes que tu décrivais. Et je suis certain, Morricone en a parlé, que finalement, c'est un film sur l'Exode, donc vous le savez, que le rythme et le tempo des convois
on déteint sur le rythme et le tempo de la partition. C'est vraiment une partition qui suit vraiment qui suit ces convois-là. Et j'ai retrouvé une très jolie phrase de Morricone, très très belle, qui raconte pourquoi il a accepté pour la première fois depuis plus de 30 ans de refaire la musique d'un film français. Il a dit très joliment: « Il ne m'a pas fallu longtemps pour me décider. Dès les premières images, j'ai été emporté. C'est un film qui a la force de la simplicité avec un récit d'une grande clarté. J'ai senti que je pouvais apporter ma sensibilité à l'histoire de ce peuple qui abandonne son village, ses maisons, son quotidien, pour se lancer à la recherche d'une nouvelle liberté. C'est la combinaison de ces deux paramètres, nouveau sujet, nouveau metteur en scène. » Moi, je trouve ça formidable, mais je trouve que ça manque de corps. Les instruments, je veux dire. Bah, tu sais pourquoi. Voilà. Donc vraiment, on peut vraiment triplement applaudir Christian, l'homme qui a organisé les retrouvailles et les adieux de Morricone avec le cinéma français. Parce que vous savez que Morricone, c'est un peu, pardon pour le distributeur du film de Tornatore, le Pacte, c'est une petite réserve qu'on pourrait avoir sur le film, c'est que la partie, les liens de Morricone avec le cinéma français est évoqués à travers le clan des Siciliens, mais pas au-delà. Et on va en parler un peu tout à l'heure, parce qu'il y a eu beaucoup de films, des partitions d'ailleurs dont Morricone était parfois très fier, dont une partition très barrée, très expérimentale, pour un film de Boisset sur l'affaire Ben Barka, qui s'appelle L'Attentat. Et puis Henri Verneuil, il a fait autant de films avec Henri Verneuil qu'avec Sergio Leone. Et notre pianiste, qui est un effet spécial à lui tout seul, Jacques Cambra, revient parce qu'il nous a préparé une petite surprise.
Sur un film de Verneuil, dont Morricone décompose et analyse le thème principal dans le documentaire, c'est un moment formidable du documentaire. C'est un film qui s'appelle Le clan des Siciliens. Ce qui est formidable, c'est que Jacques a fait quelque chose d'éblouissant, c'est que vous savez que ce thème, quand Morricone a proposé, un peu comme à Christian, il a proposé 2 thèmes à Verneuil pour ce film. Donc un thème A qui est le pam 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 pam, 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 qui est en fait, ce sont les 2 premières phrases d'un prélude pour orgue de Bach, qui avait beaucoup marqué Morricone à l'adolescence. Et puis un deuxième qui est un thème que Morricone appelle le thème sicilien, plus lyrique. Bon. Et Verneuil ne savait pas lequel choisir. Et finalement, Morricone lui dit, écoute, ce qu'on va faire, je vais combiner les 2, et au bout d'un moment, le premier thème va devenir le contrepoint du second. Voilà, et par un effet de superposition absolument magique. Bon, sa technique d'écriture lui permettait de faire ça très facilement. Et si vous écoutez le thème du Verneuil suivant, qui est un film qui rampe au-dessus du néant, mais avec une grande partition, qui s'appelle Le Casse, le thème principal a exactement ce même fonctionnement. Je voudrais tout de suite qu'on fasse un petit exercice, si nous avons la bénédiction de M. Carion. Oui, tu es d'accord? Oui. Je voudrais que, juste pour mesurer la puissance de feu de l'écriture de Morricone et montrer à quel point
elle transmet souvent au spectateur des informations qui ne sont pas dans l'image. Contrairement à cette tradition hollywoodienne du stabilo-bossage de l'action, elle raconte autre chose. C'est un état supplémentaire, c'est un imaginaire supplémentaire qui rejoint celui du cinéaste. Je voudrais qu'on écoute un morceau d'ailleurs dont Morricone nous avait parlé quand on était allé le voir en 2015. Il avait terminé à l'époque un film, il était très très fier de la partition de ce film et notamment d'un morceau. Donc je vais juste demander à la régie qu'on baisse les lumières de la salle, tout doucement. Vous allez fermer les yeux. Ce n'est pas un numéro d'hypnose, hein, je vous rassure. Vous allez écouter ce morceau, il est très court, il fait 2 minutes 30. Laissez des images mentales s'imprimer en vous. Imaginez comme ça que vous êtes cinéaste, que vous avez à mettre en image cette musique. Essayez d'imaginer même des situations, venir au fond de vous-même, intérieurement, sur cette musique de Morricone. Et après, évidemment, on aura la solution et on regardera la séquence destinataire. Vous êtes d'accord ? À la coursive, aujourd'hui, à 15h21, Ennio Morricone pendant 2 minutes 20. J'ai l'impression que ça vous a chloroformé. Alors, est-ce qu'on a des micro-salles ou non ? Sinon, voilà, vous levez la main. On va peut-être prendre 4 ou 5 personnes. Je vous en prie. Qu'est-ce que vous voyez là-dessus ? Qu'est-ce que vous imaginez comme situation, dramatiquement parlant ? Madame ? Parlez très fort. Ah, inversé. Vous imaginez quelque chose de très violent, un massacre. Une question, est-ce que vous imaginez une situation qui se passe en extérieur ou en intérieur ? Intérieur. Intérieur, ok. Ah, massacre extérieur pour madame, massacre intérieur pour monsieur. Intérieur artistique. Pardon ? Intérieur artistique. Artistique, bien sûr. Massacre intérieur artistique, c'est un peu le remaniement Borne, hein, mais bon. Non, pardon, soyons sérieux. Monsieur ? Chut, chut. Ouais.
Ah, donc de la hauteur, de la pluie et une confrontation. En tout cas, il y a deux personnages face à face. Ouais. Madame? Ouais. Mhm. Monsieur? Madame? Monsieur? Ah! Ouais. Ouais. Ah ouais. D'accord. Monsieur, attendez. Alors, chut, chut. On écoute. Parlez fort, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Ah, une séquence d'incendie, vraiment quelque chose de très spectaculaire, donc en extérieur. Monsieur, oui. Et une question, alors on va faire un vote. Qui voit quelque chose de diurne et qui voit une situation nocturne? Nocturne. Diurne. Par déduction. Oui. Le jour l'emporte sur la nuit. On dirait le titre d'un film de BHL, presque. Non, mais il a réalisé un film, Le jour et la nuit. Christian, je vais demander, regardez, Christian connaît la réponse. Comment est-ce que tu pourrais faire la synthèse de tous ces points de vue, de cette réception, non, par rapport à la situation que tu connais? Bah, c'est compliqué puisque je connais l'original, donc. Mais non, ça veut dire simplement que Morricone vous fait voyager. C'est déjà énorme. On est dans l'éther, en un seul mot. Mais non, je pense que c'est passionnant justement de voir comment vous avez voyagé et pour finalement arriver à un film, puisque Oui. la destination c'est le film. Et donc je pense que tu as la séquence. J'ai la séquence, on va la regarder, et vous allez voir à quel point il y a quelque chose de magique quand précisément la musique, ou une musique, de Morricone en l'occurrence, n'est pas descriptive. C'est-à-dire qu'en écoutant la musique, on ne peut pas exactement deviner la situation. Et on aurait pu faire l'exercice dans l'autre sens. C'est-à-dire que si on vous montre l'image seule, on ne peut pas imaginer qu'il y a un compositeur, en l'occurrence un génie de l'écriture comme Morricone, qui a écrit cette musique-là. C'est que ce sont deux ingrédients qui vont fusionner pour en forger un troisième qui va échapper à la fois à l'un et à l'autre. Voici donc la séquence destinataire pour et sur laquelle Morricone a imaginé la musique qu'on vient d'écouter. The love of art and knowing how to hold a brush doesn't make a man an artist. You need an inner mystery, a mathematic belief you've never possessed. You're right. Double wasn't enough.
Vous avez l'air un peu déçu. C'est un extrait d'un film de Giuseppe Tornatore qui s'appelle La meilleure offre, La migliore offerta. Best of. The Best Offer. Et Morricone a été très excité par cette séquence, puisque longtemps il racontait avoir séché sur le traitement, sur l'idée même, parce qu'il disait toujours que la musique d'un film, c'est comme le film lui-même, il lui faut un sujet. Il ne trouvait pas, un peu vraiment panne sèche, et à un moment donné, il s'est dit qu'il allait convoquer 6 voix féminines, mais qu'il allait enregistrer séparément, avec juste une formation de cordes. On ne l'entend pas très bien d'ailleurs dans le mixage, et en plus il y a un glass harmonica, c'est avec les vibrations de verre, et voilà, et que finalement c'était des voix de chanteuses avec des timbres différents pour donner l'impression que les tableaux s'animent et que ces portraits de femmes d'époques différentes finissent par dialoguer les unes avec les autres. Parce que cet homme vit seul, emmuré. Marco parlait de solitude tout à l'heure. Geoffrey Rush, qui est un commissaire-priseur star, a ce bunker, qui sont son lieu, son sanctuaire en quelque sorte, et dans lequel il collectionne uniquement des portraits de femmes de toutes les époques de la peinture. Et donc voilà, donc c'était l'idée de rendre vie à ces portraits. Est-ce que toi, en tant que cinéaste, ayant travaillé avec Morricone, comment tu as réagi à cette séquence ? En fait, le souvenir que j'ai le plus, c'est de l'excitation de Morricone nous en parlant. C'est-à-dire que pour lui, ce que disait tout à l'heure son fils, c'est-à-dire que c'est vraiment c'est un joueur. Et à chaque fois, c'est un challenge nouveau. Et là, le challenge que lui proposait Tornatore lui paraissait compliqué, donc intéressant. Et je trouve que le traitement... c'est ce que je te disais, c'est pas Ithac qui rentre chez lui, on est plus avec Pénélope là, qui à travers tous les âges, voilà, se parle de génération en génération. Mais je trouve que il arrive toujours à nous surprendre. C'est ça parce que ça c'est 2015, hein, c'est ça ? 2015, 2014, c'était juste avant ton film. Ouais. Donc il en avait encore beaucoup sous la pédale. Ouais. Est-ce que le résultat vous a plu ? Ouais. En tout cas, voilà, c'est un jeu avec ces voix de femmes, avec la tonalité aussi, avec ces couches dont il s'est amusé, ces strates, parce qu'il les a enregistrées séparément, et ensuite au mixage, l'écriture s'est faite à ce moment-là, quand il était derrière la table et qu'il a joué en montant ou en augmentant telle ou telle piste. Et parmi les 6 chanteuses figure par ailleurs une chanteuse avec laquelle il ne travaillait plus, parce que son timbre avait perdu un peu en précision, mais comme il lui fallait aussi une femme plus âgée, il avait pour la dernière fois en studio fait revenir sa fameuse soprano dont on parlait tout à l'heure, Eda Del Orso, qui est l'un des fils rouges de son œuvre. Je vois le temps qui file. Est-ce que vous êtes encore prêts pour un ou 2 derniers extraits ? Oui. 2 3 Très bien. Alors nous allons voir donc Il était une fois en Amérique en version longue, dans ce cas. Sans entracte. Oui. L'entracte casse le rythme. Puisque on parle du cinéma, on a parlé du cinéma, du lien de Morricone avec le cinéma français, il y a un film qu'il vénérait, qui est un film curieux, c'est pas forcément un immense film, mais le film avait posé là aussi des problèmes. Morricone adorait être confronté à des choses qui lui paraissaient insolubles. C'était un homme qui adorait les mathématiques, c'était un homme qui adorait les échecs, il adorait jouer aux échecs. Marco aurait pu nous en parler, il y a des photos où on le voit avec Marco autour d'une table, l'air complètement imprégné. Et c'était aussi un homme qui, par ailleurs, avait des superstitions étranges. Par exemple, comme beaucoup de Romains, il détestait l'idée d'être très à table. Non, mais ça... C'est curieux chez un homme aussi rationnel, par ailleurs. Pardon, je te coupe, mais tu me rappelles, excuse-moi, une anecdote où il est venu à Lyon. J'habite à Lyon. Il est venu à Lyon faire un concert où il a joué, avant que le film ne sorte, un des thèmes du film, donc ça fait bizarre. Et ensuite, on est allé dîner dans un... C'est pas difficile de bien manger à Lyon, dans une bonne table. Et il y avait Laurent Gérard, puisque Laurent Gérard joue dans le film « En mai, fais ce qu'il te plaît ». On était là, et Laurent avait 1000 questions à lui poser, alors toujours avec la même traductrice qui nous a suivis pendant 1 an, en gros, quoi. Et à un moment donné, il s'arrête, et il nous dit « On est 13 ». Mais... Là, on sent que c'est compliqué. Donc, aussitôt, on décide de diviser la table. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui se détache. Donc, on fait 2 tables. Et là, il se tourne vers nous, il dit «
furbo. Malin. Et là, malin. Et donc, donc il n'a pas accepté cette nouvelle. Et il a écourté le dîner. Terminé, pas de dessert, rentré à la maison. Alors, on l'a retrouvé le lendemain. Cette fois-ci, on s'est arrangé pour être 15 et non pas 13. Et là, il est resté jusqu'au dessert. Mais il était incroyablement superstitieux. Enfin, c'était maladif, quoi. Mais pour quelqu'un qui est autant dans le rationnel, dans les mathématiques, parce qu'il y a parfois plus de maths dans une structure harmonique que de poésie pure, et qui en même temps, il avait des craintes comme ça, c'est assez étrange. Irrationnel. Irrationnel, très paradoxal. Et en tout cas, le film dont je voudrais vous montrer un extrait est un film qu'il adorait. Lorsque nous avons commencé à concevoir les coffrets donc, qui lui sont consacrés dans Écouter le cinéma chez Universal Média, ça j'y tiens particulièrement, parce que voilà, il avait dû vraiment trouver une idée un peu insolite sur une séquence une situation qui n'avait jamais été traitée au cinéma. On va voir s'il y a vraiment des cinéphiles purs et durs parmi vous, j'en suis sûr. C'est une séquence dans laquelle le binôme romantique des choses de la vie de Claude Sautet, Romy Schneider et Michel Piccoli, démembre le corps d'Andrea Ferréol dans une baignoire d'acide sulfurique. Le trio infernal. Philippe Rouillet a gagné 3 mois de séjour à La Rochelle. Et c'est vrai que Francis Giraud disait toujours, c'est Andrea Ferréol dans son premier rôle de décomposition. Elle est dans une baignoire remplie d'acide sulfurique. Et vous avez Piccoli et Schneider, le corps a bien infusé pendant plusieurs jours. Ils découpent, voilà, et puis ils descendent dans des seaux des membres du corps pour les enterrer dans un trou de terre dans le jardin de la propriété. Et Morricone voit ça. Non mais vous imaginez, il se tourne vers Giraud. Enfin, c'est ce que m'a dit Giraud. Il m'a dit, je n'ai jamais encore, pour l'instant, il avait déjà à l'époque, Morricone, 14 ou 15 ans de cinéma, c'était une statue du commandeur. Il a dit, je n'ai encore jamais, musicalement, résolu ce problème. Qu'est-ce que je peux écrire sur du démembrement ? Et Giraud risquait gros parce que le film risquait une interdiction à l'époque, au moins de 13 ans. Et le producteur lui disait, cette séquence, la violence de l'acte, son côté sanguinolent, gore, est beaucoup trop exagéré et ça va rebuter le public. Tout le monde va s'arrêter sur cette séquence et le film ne va pas marcher. Donc Giraud, il avait un producteur qui lui demandait de trapper la séquence. Et Giraud disait, mais au producteur, attendons de voir ce que Morricone va écrire là-dessus. C'était le premier film de Giraud. Il a vu cette chance que Morricone accepte, en particulier pour cette séquence, de faire le film. Donc voilà, si vous voulez, on regarde la séquence, on l'écoute, et vous allez voir, là aussi, ce que vous disiez, madame, toujours cette idée du contrepoint, c'est que finalement, la situation est tellement macabre, morbide à l'image, que forcément, il faut se situer à un niveau un peu supérieur. En tout cas, ne pas raconter ce que le metteur en scène a déjà filmé.
On est chez les frères Cohen. On est chez les frères Cohen, c'est Fargo, quoi. C'est Fargo avant l'heure. Mais oui, c'est vrai, les frères Cohen sont déjà là. Mais ouais. Morricone aurait dû travailler avec les frères Cohen, tu vois. Ah ouais, c'est vrai. Il y a eu des grandes collaborations. Il adorait Les Moissons du Ciel, qui est le deuxième long métrage Days of Heaven de Terrence Malick. Il a toujours regretté de ne pas poursuivre sa collaboration avec Terrence Malick sur la ligne rouge notamment. À cause Et- de Hans Zimmer. Et ce qui est vrai, c'est que vous voyez Morricone qui finalement pour cette séquence ressuscite ou convoque le fantôme de Rossini avec ses voix de chanteuse lyrique, cette légère rythmique de jazz, et puis ces bassons qu'il adorait. D'ailleurs, quand on lui avait posé la question pourquoi ces bassons dans le début du thème, ces bassons à l'unisson au début du thème des 8 salopards, il disait, où il y a aussi pas mal de bidoches, il disait pour moi les bassons ont quelque chose d'intestinal. Il voyait ça. Et c'est ce qu'on entend là. Il y a quelque chose qui relève vraiment du système digestif pour Morricone. Et puis, je ne sais pas, mais j'ai vu à quel point ça portait sur vous. C'est-à-dire que le jeu entre la musique et les bruitages, les arrêts et les redémarrages du thème. Et ça multiplie l'effet comique et la dérision de la situation. Et c'est cette musique qui a fait comprendre qu'il ne fallait surtout pas prendre cette situation au premier degré, mais au troisième, voire au quatrième. Et après l'éclairage musical de Morricone, le producteur a dit, bon, là, évidemment, il n'y a pas de souci, on garde la séquence, et le film n'a écopé d'aucune interdiction, grâce à Morricone. Et j'ai montré un jour, la première fois où j'ai fait une rencontre avec Morricone, c'était en 2006, Francis Giraud était encore vivant, et on a regardé cette séquence, et Morricone, qui ne voyait aucun film à part ceux qu'il mettait en musique, donc il était un peu, d'une certaine façon, déconnecté du présent du cinéma, il voit la séquence et à la fin il a dit « Je pense que Francis Giraud est le meilleur cinéaste français actuel, contemporain ». Et je répète le lendemain ou le surlendemain au téléphone cette affirmation à Francis Giraud, qui avait beaucoup d'autodérision, et il m'a dit « Ça prouve que Morricone n'a pas vu de film français depuis longtemps ». Parce qu'il était lucide quand même sur sa trajectoire de carrière. Est-ce qu'on regarde un dernier extrait, Christian, ou pas? On a un peu le temps ou pas? Je demande à la régie. Ouais. Allez, alors on va terminer par un extrait et ensuite, évidemment, on va terminer sur un texte qu'on a préparé et une intervention de Jacques pour conclure, évidemment. Le film de Tornatore est un grand film, donc c'est quelque part le point de sortie de leur collaboration qui a duré 30 ans, donc le documentaire, donc vous allez voir mercredi. Mais le point de départ, c'est à l'autre bout de cette collaboration, il y a un film que vous connaissez et qui s'appelle Cinema Paradiso, Nuovo Cinema Paradiso. Et Morricone racontait toujours, il est venu à la Cinémathèque française, donc en 2018, tu étais là dans la salle, et Morricone racontait toujours qu'il était dans une période, il venait de passer le cap des 60 ans, et il s'est retrouvé engagé sur un film américain. Il n'avait pas signé encore son contrat, c'est un film avec Jane Fonda et Gregory Peck, c'est un peu un nanar, qui s'appelle Old Gringo, et il a reçu ce scénario de ce jeune cinéaste sicilien. Il a lu le scénario, il a eu une espèce de coup de foudre pour le sujet. Il a rencontré Tornatore, qu'il n'avait jamais vu de sa vie. Et Tornatore lui a dit pourquoi est-ce que vous voulez faire ce film? Et Morricone lui a dit je veux faire ce film pour notamment la séquence finale, qui est l'une des plus belles choses que j'ai lues. C'est un peu comme chez Truffaut, La Nuit américaine, une déclaration d'amour au cinéma. C'est une déclaration d'amour au cinéma. Et l'idée de ce personnage, de petit Toto, devenu adulte, joué par Jacques Perrin, qui, à la fin du film, découvre cette ronde de baisers censurés. Et que Tornatore, d'ailleurs, dans son propre documentaire, traite de façon elliptique, parce qu'il a eu cette intelligence et cette pudeur, et cette élégance quasiment de se mettre très en retrait dans son propre film sur Morricone. Et alors qu'il aurait pu raconter comment Morricone a écrit cette partition. Et Tornatore lui a dit, je voudrais en plus que comme 3 des films que vous avez faits pour Sergio Leone, qui sont Le Pont, la Brute et le Truand, Il était une fois dans l'Ouest et l'Amérique, vous composiez et enregistriez la musique en amont, c'est-à-dire que je puisse en disposer sur le tournage, sur le plateau. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Morricone a proposé des thèmes à Tornatore, il les a acceptés, la musique était enregistrée. J'ai eu la chance d'un peu connaître Jacques Perrin, et Jacques Perrin disait c'est un de mes plus beaux souvenirs. J'en ai eu 2 sous cette forme-là. Ce sont Les Demoiselles de Rochefort,
avec Michel Legrand et Demy, et évidemment, plus de 20 ans plus tard, Cinéma Paradiso, parce que mon directeur d'acteur, ce n'était pas Tornatore, c'était la musique de Morricone qui était diffusée, et à un moment donné, quand le personnage de Jacques Perrin avance dans le cinéma délabré, il a avancé vraiment en respectant l'intention et le rythme et le tempo de la musique de Morricone. Et cette séquence finale a été un miracle, puisque Perrin racontait qu'évidemment, il ne connaissait ni le montage de Baiser censuré, qui allait être projeté sur l'écran, ni la musique de Morricone, que Morricone a coécrite d'ailleurs avec son fils cadet Andrea, qui est le frère de Marco. Et voilà, ils se sont lancés. Tornatore lui a dit, écoute, on lance la musique, on lance le montage sur l'écran, et tu fais passer sur ton visage toute la gamme possible des émotions, de l'extrême tristesse jusqu'à la tristesse embuée de mélancolie, et jusqu'à la tristesse mélangée de sourire, parce que ces images te rappellent aussi des moments heureux et solaires de ton enfance. Voilà, ils ont filmé avec 2 caméras, avec un léger mouvement d'appareil sur le visage de Perrin, et ils n'ont fait qu'une seule prise. Et c'est le résultat que l'on connaît et que l'on va regarder tout de suite pour s'acheminer vers la fin de cette rencontre. Voilà la beauté de cette séquence et la beauté de ce thème qui est devenu immédiatement un des standards de Morricone, repris par des tas d'artistes pop ou jazz. Je vous recommande une très belle version de Kyle Eastwood, le fils de Clint Eastwood, qui est bassiste et contrebassiste, qui en a fait une version vraiment absolument renversante.
Voilà. Et par ailleurs, pour la petite histoire, Morricone a laissé tomber le film américain sur lequel il s'était engagé. Donc il a été blacklisté chez Columbia Pictures pendant des années. Mais ça n'avait aucune importance, puisque ce film a marqué le début d'une plus qu'une amitié. C'est-à-dire que Cinéma Paradiso était programmé au Festival de Cannes 89, en mai 89, et fin avril 89, 2 semaines plus tôt, Sergio Leone est mort. Et donc, il a perdu un frère de cinéma et quasiment simultanément, il s'est trouvé un fils de cinéma avec lequel il allait justement reconduire la méthode musique avant le tournage qu'il avait tellement pratiquée avec Sergio Leone. Et je lui demandais est-ce que pour vous, il y a eu entre Leone et Tornatore une sorte de passage de relais dans votre vie de créateur. Il m'a dit, peut-être, j'en ai pas eu conscience à l'époque, évidemment, mais avec le recul du temps, c'est évidemment ce qui apparaît. Voilà, on pourrait encore passer des heures à parler de Morricone, on pourrait passer des heures aussi, on aurait pu explorer tous les films, tout le cinéma bis qu'il a mis en musique. Il y a un grand musicologue italien, Sergio Micheli, qui pensait qu'il avait été plus grand dans le cinéma bis parce que peut-être plus libre ou plus libéré dans son écriture, avec moins de pression que sur certaines grosses productions. On aurait pu aussi raconter comment c'était un compositeur qui se rêvait en compositeur d'avant-garde, néo-dodécaphonique, mais qui finalement, en travaillant pour des cinéastes, avait réussi à trouver une forme de génie dans sa liberté. Voilà, je vous invite juste à poursuivre l'aventure avec ces coffrets que vous pouvez trouver, qu'on a conçus. Donc, il y en a un de 18 CD et un de 14 CD, qui sont 2 énormes sommes morriconiennes, et d'ailleurs, dont le 2e coffret, qui est paru en janvier de cette année, figure la musique du film de Christian Carillon. Voilà. Vous pouvez les trouver à la librairie. Voilà, donc ça coûte quand même 95 €, hein, TTC. Je ne sais pas si vous récupérez la TVA. Et je voudrais qu'on termine de façon un peu insolite. Je vais demander à Jacques de revenir pour conclure musicalement cette rencontre. Applaudissez-le. Jacques, si tu es d'accord, on ne va pas annoncer ce que tu vas jouer. Je vais demander à Christian de nous lire un texte. Non, je te l'ai réimprimé. Ah, je te le donne. Alors, dans ce coffret figure donc un entretien avec Morricone, un entretien fleuve qu'on a fait donc au printemps 2019 chez lui. Ça a été son dernier grand entretien, et cet entretien se termine sur la réponse qu'il va vous faire. Donc c'est la dernière réponse de Morricone à une interview. Christian va nous lire, il va être pour nous la voix française de Morricone, et enchaîné sur ce texte, Jacques va entamer aussitôt un thème que vous allez immédiatement reconnaître et qui sera le point de sortie de cette rencontre. Christian, c'est à toi. À 91 ans, après plus de 500 films, il est plus difficile de se renouveler, de régénérer sans fin son inspiration. Depuis 2 ans, j'ai refusé plusieurs projets italiens importants. Mon Oscar pour Les 8 salopards m'a amené des propositions américaines, mais sans possibilité d'enregistrer à Rome. Et puis, j'ai les envies de musique absolue, d'œuvres de concert, versant de mon parcours que j'ai parfois sacrifié au profit du cinéma. En même temps, si Tornatore m'appelle, je serai toujours disponible. Arrivera-t-il un jour à monter le projet inabouti de Sergio Leone, Leningrad ? Ce serait une magnifique façon de boucler la boucle. Enfin, s'il reste un genre que j'aimerais encore explorer, c'est la science-fiction. Je l'ai juste approché à 2 reprises avec Mission to Mars et l'humanoïde. Dans ces 2 cas, ma démarche est à l'opposé des compositeurs hollywoodiens qui traitent l'espace à grand renfort de marches néo-wagnériennes tonitruantes. C'est un hommage à Williams. La partition de l'humanoïde, par exemple, comprend une double fugue à 6 voix pour orchestre et orgue qui crée un effet de surprise sur les envols de vaisseaux spatiaux. Voilà donc ce qui pourrait me motiver demain. Avoir à trouver des solutions musicales non conventionnelles pour raconter les étoiles, le cosmos et l'infiniment grand.
Voilà une ovation pour Jacques Cambra, Christian Carillon, autour d'Ennio Morricone. Allez au centre, monsieur. Allez au centre. Allez au centre. Voilà, mesdames, messieurs. Voilà, mesdames, messieurs, pour ce grand moment. Effectivement, dans cette leçon de piano consacrée à Ennio Morricone avec tous ces grands intervenants. C'était donc la deuxième partie que je vous propose, puisque l'émission faisait plus de 2h10. Donc c'était la deuxième partie. On se retrouve pour la suite de ce festival La Rochelle Cinéma pour d'autres aventures. Merci d'être de plus en plus nombreux à suivre votre média Rochelais Platine Web TV. À plus tard.